Bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices KBC TV, la chaîne de l'unité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Alpha Saliou Wane dans notre émission Découverte. Monsieur Wane, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Sidibé. Tout d'abord, je m'en vais vous laisser vous présenter. Bon, je m'appelle Alpha Saliou Wane. Je suis le président de l'Alliance des forces démocratiques, un parti guinéen. Un parti guinéen. Oui. Monsieur Saliou. Oui. Donc, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, notre entretien peut-être tournera sur presque 3 points. D'accord. Premièrement, nous allons parler de la situation politique et sociale de la Guinée. Oui. Deuxièmement, nous allons parler de la CEDEAO. D'accord. Peut-être troisièmement aussi, nous allons brosser peut-être quelque chose dans votre parti, mais ce ne sera pas long. D'accord. Donc, comme c'est l'actualité, la politique sociale guinéenne, avec tout ce qui s'est passé, nous voudrions savoir l'analyse que M. Saliou Wane en fait. Bon, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de la situation politique de notre pays. Bon, il faut savoir déjà que nous sommes sous un pouvoir militaire. Donc, il y a une junte militaire qui a pris le pouvoir, un coup d'État sanglant, il faut bien le préciser, le 5 septembre 2021. À sa tête, M. Mamadi Doumbouya, il a tenu des engagements, notamment le respect des droits humains, le retour à l'ordre constitutionnel. Il a surtout promis aussi que plus jamais, ils feront en sorte que le sang du Guinéen ne soit plus jamais versé à cause de la politique. Et donc c'est une sorte de renouveau. Bon, en fait, il y a eu un accueil favorable de la population qui tenait quand même à ce qu'il y ait un changement. Mais au fil du temps, très rapidement, nous avons constaté au fond que tous ces engagements n'était que, en fait, une manière de faire valider son coup d'État au niveau populaire. Et toutes les tares que nous avons connues durant ces 60 dernières années ont été complètement reprises par la junte, notamment les manifestations qui sont réprimées dans le sang. Exact. Il y a eu des morts, la privation de presque de toutes les libertés. Il n'y a pas de l'interdiction des manifestations qui sont autorisées par notre constitution et même la charte qu'il a imposée en fait aux acteurs politiques. Et donc on se retrouve dans une situation de dictature. Et tout récemment, on vient de sortir de 3 mois de coupure d'internet. Effectivement. Il y a des radios aujourd'hui qui sont fermées. Exactement. Les journalistes sont pourchassés. Vous avez vu, notamment cette dernière grève même a été finalement suspendue après la libération du responsable syndical de la presse Pendessa. Exact. Donc c'est une situation de dictature. Nous sommes dans une dictature militaire. Et tout récemment, il y a quelques jours, à la surprise générale, il débarque le gouvernement, son gouvernement, ça avait des allures martiales, c'est-à-dire on a compris, les Guinéens qui en doutaient, ont compris que nous sommes sous un pouvoir militaire dur. Parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, toute l'administration territoriale, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, sont des militaires. Et ce sont les militaires qui tiennent les rênes du pouvoir. Et la manière dont les ministres ont été renvoyés dénote en fait le peu de respect que la junte accorde, si vous voulez, à leurs collaborateurs civiques. Ils ont été débarqués de leurs fonctions, leur compte bancaire gelé, leur passeport retiré, leurs voitures confisquées. En fait, donc c'est comme si, dans les conditions normales, ils devaient nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait de grave, de si grave pour que leur compte soit bloqué, pour que leur passeport soit confisqué. Est-ce que vous avez vu? Pour qu'ils soient débarqués comme ça, comme des malpropres, c'est extrêmement grave. Et donc, moi, personnellement,
compte tenu de la grève qui venait, je me suis dit que c'était une occasion pour que la société se réveille et qu'on impose à cette junte militaire que leur rôle n'est pas de garder le pouvoir. Parce qu'au fond, nous rentrons dans une sorte de normalité. C'est-à-dire la normalité qui veut dire que bon, les gens ils sont là, ils sont eux, alors qu'ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus, ils ne parlent plus d'élections, ils ne parlent plus, ils se comportent. D'ailleurs, les services de sa présidence, on ne l'appelle plus président de la transition, on l'appelle président de la République. Président de la République alors qu'il n'est pas élu. Il est en train de faire un programme comme s'il avait un mandat qu'il a reçu du peuple. Donc c'est pourquoi la société civile et la classe politique devaient se réveiller pour que cela change. Parce que bon, au fond, il faut bien qu'on comprenne la situation et qu'on se décide. Est-ce que nous sommes prêts à accepter, à donner le blanc-seing à cette junte de continuer à diriger le pays? Ou bien nous voulons quand même récupérer notre droit, c'est-à-dire la souveraineté populaire, qui est un droit légitime du peuple de Guinée, à choisir ses dirigeants. Donc c'est ça l'enjeu en réalité. Et l'enjeu n'est pas une question de changement de gouvernement. En un peu plus de 2 ans, on voit maintenant 3 premiers ministres. Exact. 3 premiers ministres en moins de 2 ans. En 2 ans. Est-ce que vous avez vu? Et donc, mais il faut expliquer une situation. Le problème n'est pas au niveau du gouvernement. Le problème est au niveau de la tête de la junte. Ce sont eux qui ne doivent pas rester au pouvoir. Donc, si je comprends bien, oui. Monsieur Wan, oui. Donc, au départ, c'était le colonel. Et on vient nous dire le général. Oui, oui. Et oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là? Non, vous savez, vous avez remarqué, je n'ai même pas donné le titre. Parce que le problème, c'est qu'au fond, ce sont des armées, du jour au lendemain. Je me rappelle, par exemple, lors de la première le premier coup d'État militaire, vous avez des gens qui étaient des adjudants, qui se retrouvent des généraux. Est-ce que vous avez vu? Bon, les gens, ils se donnent des grades comme ils veulent. Et le type, il est parti de lieutenant-colonel pour devenir maintenant général de corps de l'armée. Est-ce que vous avez vu? Sans aucune... Alors que l'armée, le métier des armes est un métier qui requiert beaucoup de technicité. Parce que là, on exige la compétence des chefs militaires. Parce qu'il ne s'agit pas les erreurs dans une armée d'un chef militaire se payent cash en termes de vies humaines de ces soldats. Donc, c'est pourquoi le métier des armes, c'est extrêmement rigoureux. Il y a une évolution. Vous apprenez des choses, les techniques, tout ça, parce que le commandement ne se donne pas à n'importe qui. Donc, nous avons aujourd'hui des gens qui se donnent des titres n'importe comment. Certainement, ils ne pourront même pas te lire une carte militaire. Donc, ces titres-là ne veulent absolument rien dire. Et ça, c'est une désorganisation de l'armée. C'est un déshonneur porté, si vous voulez, à l'institution militaire qui est une institution respectable. Est-ce que vous comprenez? Et donc, nous, nos généraux, sont des généraux en carton, comme on le dit. Et ça ne veut absolument rien dire, les grades. Ils se donnent des grades comme des cacahuètes. Et ça, c'est pas intéressant. C'est-à-dire, le pays, nous ne pouvons pas. C'est-à-dire, il faut bien qu'on comprenne. Si nous sommes pauvres parce que nous avons une classe dirigeante incompétente. Parce que créer de la richesse, gérer un État, c'est complexe. Un État, il y a beaucoup de complexité dans la gestion de l'État. Donc, le premier venu ne peut pas diriger un État. Et ça, c'est particulièrement vrai pour la Guinée. C'est-à-dire, contrairement aux autres pays africains, en Guinée, nous, depuis 1958, on a été dirigé par des individus qui n'ont aucun niveau. C'est-à-dire, vous voyez la haute fonction publique, il n'y a aucune règle. N'importe qui peut se retrouver là-bas. Aujourd'hui, les Guinéens, chacun pense qu'il peut être président. Là où, à partir du moment où des Doumbouya sont devenus présidents, pourquoi pas les autres ne vont pas être des présidents? Vous avez vu? Parce qu'ailleurs en Afrique, même l'armée, les autres militaires qui font des coups d'État en Afrique, c'est des militaires qui sont calés, bien formés, qui sont sortis vraiment des plus grandes académies militaires occidentales, qui ont un niveau. Mais chez nous, c'est pas le cas. Voilà. Voyant la situation qui va de mal en pire, oui.
avec la grève qui a été annoncée par les syndicats. Oui. Et nous avons vu ces 2 derniers jours, Oui. au moins une évolution avec la nomination de Baouri Oui. comme Premier ministre, la libération aussi du syndicat, Oui. donc du syndicaliste, Monsieur Pendas. Et aussi, nous avons vu que aussi, les syndicats ont suspendu leur mode de grève. Donc, vous ne pensez pas aussi que la gente aussi, c'est un peu alourdi, un peu amoindri la tension. Non, la junte n'a pas amoindri la tension. La preuve, on a vu des images où, au moment où il y avait cette grève-là, bon, ceux qui détiennent le pouvoir réel au sein de l'État étaient en train de faire la fête avec les TikTokers, tout ça. On a vu ça. Partout ailleurs, quand il y a une crise, on ne voit pas. C'est-à-dire les plus hauts responsables de l'État sont en train de gérer la crise. Donc ça veut dire pour eux, c'est absolument rien. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, mais nous avons raté une occasion. Moi, je pense. Je pense que moi, j'avais vraiment proposé, je tenais à ce que non seulement tous les acteurs politiques et de la société civile, ainsi que les syndicats, qu'on pose en fait la question du maintien au pouvoir de la junte. C'est ce qui doit être posé en réalité. Parce que nous avons affaire à des gens qui ne veulent plus lâcher le pouvoir. Vous comprenez? Et nous avons vu aujourd'hui les Guinéens, la famine menace en Guinée. L'État est en faillite. Parce que même le renvoi de ce gouvernement cache en réalité la faillite financière de l'État guinéen. Et on met cette faillite au compte de ces ministres-là pour dire que bon, ce sont eux, ils ont détourné, ils ont fait. Exactement. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ce sont les alibis qu'on a dit. Des alibis. Oui, Et donc, est-ce que faudrait-il qu'on continue avec ces gens, avec cette junte? C'est ça la question que les Guinéens doivent se poser. Devons-nous continuer à être dirigés par des gens qui ont manifesté leur incompétence, leur volonté de nous maintenir dans une oppression qui ne dit pas son nom? Dans quel pays aujourd'hui vous pouvez couper l'Internet 3 mois durant? Au-delà du fait de l'information, l'Internet est devenu un outil économique. Indispensable. Indispensable. Et donc, c'est de l'irresponsabilité. Vous comprenez? Aujourd'hui, tous les droits que nous avons acquis, parce qu'on a acquis ces droits-là de haute lutte, c'est-à-dire le peuple de Guinée, c'est le peuple qui s'est le plus battu pour ses droits ces 30 dernières années dans toute la sous-région. Ce que nous avons subi, aucun autre pays n'a subi cela. Est-ce que vous avez compris? Et donc, on a obtenu ça de très haute lutte, au temps du général Lansana Conté, que ce soit le multipartisme intégral, c'est-à-dire toutes les libertés démocratiques que nous avons, que ce soit la libéralisation de l'audiovisuel. Exactement. Mais c'est ce qui remet en cause. Vous avez vu. Bon, aujourd'hui, donc, la question du gouvernement, là, c'est une question, c'est une manière de divertir les Guinéens. Parce que ce gouvernement n'a aucun pouvoir. Nous l'avons vu. Là, le premier ministre qui était le premier premier ministre du CNRD, M. Mohamed Biavougui, il est venu, un haut fonctionnaire qui était à l'international. Donc il a constaté qu'il ne peut pas travailler avec ces gens. Lui, il est habitué à travailler dans un cadre normal, avec des procédures, tout ça. Il vient avec des gens qui n'ont aucun respect. Il est parti, sans tintamarre. Ensuite, on a mis quelqu'un qui est un Béni-Oui, qui est là juste pour dire oui, tout ce qu'on fait. Est-ce que vous avez vu? Et donc, on comprend que ce gouvernement, la manière même ils ont été traités, vous avez vu comment on les a traités? Donc ça veut dire qu'ils ne représentent rien. C'est-à-dire la Guinée, les Guinéens doivent le savoir, nous avons la culture d'un chef puissant, qui a des pouvoirs absolus, qui détient tous les pouvoirs. Tout ce qui est, quand on parle de pouvoir législatif, judiciaire, tout ça, ça n'existe pas en réalité. C'est en papier. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, l'État, c'est lui. La justice, c'est lui. L'Assemblée, tout ça, c'est lui. Il fait ce qu'il veut. Et donc, les ministres sont là pour la forme. Mais le Premier ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a aucun pouvoir. Mais avec peut-être l'arrivée de Baouri, et qui a été salué par presque beaucoup de personnes. Mais oui. Oui. Peut-être c'est une lueur d'espoir. Quelle lueur d'espoir. Je vous dis, les Guinéens, quand même, c'est-à-dire on ne retient même pas les leçons du passé.
C'est-à-dire, chaque fois, les gens ont tellement envie que ça change qu'ils ont besoin, ils s'accrochent au moindre, à la moindre lueur d'espoir. Est-ce que vous voyez, ils pensent que bon, ça peut changer. Mais le Premier ministre, en personne, il l'a dit, il est là pour défendre l'intérêt supérieur du CNRD et de son président. Après, le peuple. Non, le peuple, ça ne vient pas. C'est l'intérêt. Ça veut dire, et comment est-ce que le président du CNRD a des intérêts qui ne soient pas les intérêts du peuple? Donc ça veut dire que le président du CNRD a des intérêts à part. Le CNRD a des intérêts à part. Et ensuite, maintenant, le peuple vient après. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est ce qui n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal. C'est-à-dire, il n'y a pas à parler d'intérêt supérieur ni du CNRD, ni du président du CNRD. On parle de l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Mais donc clairement, je veux dire, il a campé le truc. Il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. C'est une loyauté sans faille. Il ne fera que ce que le président du CNRD va dire de faire. Il n'y a aucun espoir de ce côté. Il ne faut pas que les gens... Il est très clair. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais les gens vont s'attendre à quoi alors? Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Il faut plutôt se concentrer sur ce président du CNRD parce que c'est lui qui détient le pouvoir. Et lui, il n'y a aucune nouveauté. On l'a vu à l'œuvre, ça fait plus de 2 ans. Vous voyez? C'est-à-dire, vous savez, nous sommes des Africains, mais nous avons perdu nos valeurs. Chez les Occidentaux, c'est le respect de votre signature. L'engagement, les textes, la Constitution, tout ça, ils respectent. Mais chez nous autres Africains, c'est la parole, l'oralité. Mais quand tu donnais ta parole, nos anciens préféraient mourir que de trahir leur parole. Mais ces gens-là ne savent pas ce que c'est. Leur parole, là, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas leur problème. Vous comprenez? Ce n'est pas leur problème. Et maintenant, ils ont signé avec la CEDEAO un accord que les élections, c'est-à-dire l'ordre constitutionnel sera rétabli au plus tard à fin décembre 2024. Nous sommes aujourd'hui fin février. Début mars. Ça fait à peu près 2 ans. Il y a un CNT qui n'a pas pu pondre ne serait-ce qu'une ébauche de la Constitution. Nous sommes aujourd'hui à quelques mois de la fin du chronogramme qu'ils ont librement proposé. Aujourd'hui, on n'a même pas une constitution. À plus forte raison de parler de fichier électoral et tout ce qui s'ensuit. Donc, en vous entendant parler, donc, on pense que le CNRD n'est pas encore prêt pour quitter le pays. Non, le pouvoir. Ils ne sont pas prêts à quitter le pouvoir. Et maintenant, nous pouvons, c'est à nous de voir comment le faire. Moi, j'avais proposé une solution. Laquelle? Non, la solution que j'avais proposée, je dis, bon, on va profiter de cette grève générale pour faire une désobéissance civile. Parce que il ne peut être chef que lorsqu'il a l'administration sous son commandement. Et s'il n'est pas obéi par l'administration, c'est-à-dire si les fonctionnaires ne travaillent pas, il ne commandera que son unité de force spéciale, peut-être les camps. J'ai donné l'exemple du général Diendéré. Vous vous rappelez du coup d'état du général Diendéré? Quand j'étais au Burkina en 2020, moi je connaissais le général Diendéré, même au moment des négociations en 2009, après le 28 septembre, on l'a connu. On sait, vous connaissez sa puissance, toute puissance. C'est lui qui dirigeait le régiment de la sécurité présidentielle du président Blaise Compaoré. Un régiment craint, qui matait souvent l'armée quand il y avait des mutineries. Même l'armée n'osait pas le régiment spécial de Donc le général Diendéré fait un coup d'État. Donc moi j'étais étonné, comment se fait-il que le coup d'État du général Diendéré n'a pas pu marcher? Donc j'ai demandé à des amis burkinabés. Ils m'ont dit non, mon frère, ce qui s'est passé, il a fait un coup d'État et nous avons refusé de lui obéir. Les fonctionnaires ne sont plus allés au travail. Et donc, le général Diendéré s'est retrouvé seul dans son truc. Et finalement, la défiance du peuple a fait que l'armée, qui n'osait pas affronter le régiment
du régiment. Et donc, Gendere n'a pas pu trouver une autre solution que de partir, parce qu'il était seul. Donc, c'est ce qu'on pouvait faire aussi en Guinée. Parce que rappelez-vous, même quand Blaise est parti, vous savez, c'était le chef d'état-major qui voulait prendre le pouvoir. Mais c'est le patron, l'adjoint de Gendere, c'est-à-dire le colonel Kikia, parce que comme il était le patron du régiment de la sécurité présidentielle, il a pris le pouvoir. C'est pour vous dire que ce régiment était puissant. Mais cette fois-ci, la défiance des fonctionnaires, le fait que le général Gendere n'avait plus personne qui obéissait à ses ordres, il s'est retrouvé seul. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font un coup d'État, bon, on enlève tous les ministres et puis après on dit bon, les secrétaires généraux vont assurer l'intérim, tout ça. Mais si les secrétaires généraux n'assurent pas l'intérim, s'ils ne se pointent pas au travail, si aucun fonctionnaire ne se pointe au travail, ce sera un vide total. C'est un vide total. Et qu'est-ce que tu vas faire? Absolument rien. Donc c'est ce qu'on aurait pu faire avec Mamadi Doumbouya. C'est pas perdu. Il suffit simplement qu'on s'organise. Il suffit simplement que les acteurs comprennent, notamment les acteurs politiques guinéens. Mais là aussi, les acteurs politiques guinéens, presque la majeure partie des acteurs ne sont pas en place. Comment expliquez-vous pour qu'il y ait un défi? Non, ça sont les conséquences en fait du coup de force de Mamadi Doumbouya dès le départ. Parce que quand il a pris le pouvoir, dans son intention de confisquer ce pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaqué à la classe politique, c'est-à-dire aux principales forces politiques du pays. C'est-à-dire qu'il y a quelques partis qui sont insignifiants, qui l'ont rejoint pour le soutenir. Mais les principales forces politiques du pays, vous avez le RPG, vous avez l'UFDG, et puis vous avez l'UFR. Il s'est attaqué au responsable du RPG qui venait d'être désigné comme responsable du parti et qui disait qu'il rejoignait les positions de l'opposition. Et donc ça, c'est les Kassouri, il les a arrêtés, ils les ont mis en prison. Entre-temps, Sidia Touré, le président de l'UFR, et là, c'est Loudalin Diallo, le président de l'UFDG, était sorti du pays. Il ne pouvait plus rentrer. Maintenant, parce que l'autre est inculpé. En fait, ils ont créé une affaire là, une affaire que même Alpha Condé avait abandonnée parce qu'il a vu que l'affaire de Erguiné l'avait abandonnée parce qu'il a vu qu'il y avait ce dossier était vide. Il y a la question de leur maison. Est-ce que vous avez vu la maison de Sidia Touré a été saisie, confisquée et puis attribuée à un organisme public. Celle de Alagui Sellou a été complètement rasée. Est-ce que vous avez compris? Et donc ces gens sont en exil. Donc Alpha Condé est en exil, Sidia Touré est en exil, Cellou Dalein Diallo est en exil. Ce sont les principales forces politiques dans le pays. Les autres sont avec le CNRD, notamment celui qui, Baouri, qui vient d'être nommé Premier ministre. Donc il a choisi un dirigeant de son camp. Voilà. Des dirigeants qui sont d'accord qu'ils continuent autant qu'ils veulent la transition. Bon, c'est ça la situation aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'on est en exil qu'on ne peut pas continuer à travailler politiquement. Les militants sont dans le pays. Donc, il suffit simplement de prendre des positions, de mobiliser nos compatriotes pour que le changement puisse s'obtenir, malgré qu'on soit en exil. Monsieur Wan, on a d'abord abordé, élaboré, parlé beaucoup du premier sujet. Parce que c'est une situation très délicate. Une situation qu'on peut expliquer de long en large. En fait, ce que je peux ajouter, aujourd'hui, en fait, on a un vrai problème. Nous avons nos élites. Ce sont nos élites qui sont responsables de ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens, personne ne défend en fait l'intérêt général. On parle d'intérêt général, mais les gens cherchent leur propre intérêt. On cherche à être ministre, on cherche à être directeur national, tout ça. Toutes ces fonctions qui donnent des privilèges en termes financiers et tout ce qui s'ensuit. Mais on ne pense pas au pays. Est-ce que vous avez vu? Et malheureusement, parce que ce pays qui avait
si grand potentiel. Imaginez que la Guinée avait plus de potentiel que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En 1958, la Guinée était beaucoup plus peuplée que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Or, vous savez, il n'y a de richesse que d'hommes. Vous comprenez? C'est la démographie qui fait l'économie. Est-ce que vous comprenez? Plus puissant aujourd'hui, le Nigeria est la première économie africaine. Pourquoi? Devant l'Afrique du Sud et l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus de 200 millions par rapport aux autres. Il y a une forte population. Plus vous avez des gens, plus le développement est possible. La Guinée a perdu plus d'un tiers de sa population. C'était bras valide. Nous sommes au Sénégal. Aujourd'hui, ils sont des millions au Sénégal ici. À peu près vous allez en Côte d'Ivoire. Millions. Voilà, vous allez en Côte d'Ivoire, ils sont encore des millions en Côte d'Ivoire. Vous allez en Sierra Leone, ils sont nombreux là-bas. Donc, ça a été quelque chose de très pénalisant pour le pays. Et donc, nos élites doivent quand même avoir pitié de ce peuple qui a tant souffert. Et ne pas simplement mettre leurs propres intérêts en avant. Parce que bon, si on ne cherche qu'à être ministre, à être directeur, tout ça, et puis bon, on ne pense pas au pays, on n'essaye pas de faire en sorte que ces droits humains, parce qu'un pays qui a été martyrisé a besoin surtout, avant tout d'abord, le respect de l'intégrité physique des gens. Le fait aussi que les gens soient en sécurité et qu'ils puissent travailler sans entrave dans leur propre pays. C'est comme ça que le développement économique doit arriver. Il faut qu'il y ait une stabilité politique. Et cette stabilité politique ne peut pas s'obtenir si les acteurs politiques ne sont pas vraiment, disons, respectueux de leurs engagements, respectueux des textes du pays et respectueux, si vous voulez, de l'intérêt général. Oui, c'est ça vraiment un vrai problème. Donc, sans transition, nous pouvons aborder la CEDEAO. Oui, oui. Parce que tout récemment, lors de la dernière réunion de la CEDEAO, oui, ils ont réintégré, ils ont enlevé les sanctions oui, qui étaient prises à l'encontre du Niger, de même que aussi le Burkina et le Mali. Oui. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, puisqu'ils étaient suspendus? Bon, je sais pas. Bon, je sais pas. Ces pays ne sont pas. Est-ce qu'ils sont revenus sur leur décision? Non, ils n'ont pas. Pour le moment, ils ne sont pas revenus sur leur décision. Oui. Mais la CEDEAO est en train de négocier, de voir. Vous savez, c'est vraiment dommage ce qui arrive. Comme je viens de dire tout à l'heure, nos pays sont en fait balkanisés un peu. Non, c'est un assemblage de petits pays qui se retrouvent sans force. Sans marcher. Est-ce que vous avez vu? Et donc, le fait qu'on se réunisse, qu'on unisse nos forces, c'était vraiment un atout extrêmement important. Parce que si vous parlez de la Guinée de 13 millions d'habitants, c'est différent de dire la CEDEAO avec plus de 400 millions d'habitants. Quand on parle de 400 millions d'habitants, c'est un marché de 400 millions d'habitants. C'est extrêmement important. C'est pourquoi, en fait, il y a d'abord, l'union a été d'abord économique. Vous avez vu? C'est très important. Ouais. Bon, cet espace de la CEDEAO, cette sous-région, elle était la plus dynamique de toutes les sous-régions africaines. La croissance était forte, on avait retrouvé la croissance des années 2000, la confiance des investisseurs qui commençaient petit à petit à revenir pour investir au niveau dans l'espace CEDEAO. Et donc les événements, le coup d'État, d'abord en 2012 au Mali, a bouleversé la donne. Complètement. Et donc, au moment où on a cherché à trouver une solution en fait à cette crise malienne, c'est en ce moment maintenant qu'il y a eu encore le deuxième coup d'État qui a changé complètement la donne. Le coup d'État du colonel Goïta a changé la donne dans ce sens que il a remis en cause la jurisprudence de la CEDEAO. La jurisprudence de la CEDEAO était quoi? Vous faites un coup d'État, vous ne conduisez pas vous-même la transition. C'est ce qui s'est passé au Mali en 2012, déjà. C'est ce qui s'est passé au Burkina, après la chute de Blaise Compaoré. Vous savez, les putschistes n'ont pas été présidents de la transition. Donc, c'est toujours un civil qu'on a mis comme pour présider la transition. Et donc, le colonel Goïta a profité de ce qui s'est passé au Tchad, finalement, pour faire son deuxième coup d'État. Et à partir de là, maintenant, il a remis tout en cause et puis il a envoyé paître la CEDEAO et compte tenu de son action, en fait, ça a été repris
en Guinée, le coup d'État en Guinée aussi, et ensuite après maintenant le Burkina, et maintenant nous voyons le cas du Niger. Donc, mais on les a vus aussi former l'alliance des États du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger. Vous avez vu tout cela, tout cela régit sur l'espace. Hein? C'est-à-dire pour que le développement économique puisse être viable, il faut qu'il y ait la stabilité politique. Et nous savons, le contexte international rejette les régimes militaires. Pratiquement, c'est en Afrique qu'on a maintenant les régimes. Il n'y a que, peut-être en Asie, vous avez vu, en Asie, c'est l'autre pays là. La Birmanie. Seule la Birmanie a un régime militaire. Donc, c'est un pays qui est complètement isolé en tant que tel. En Afrique, aujourd'hui, c'est en Afrique de l'Ouest que les coups d'État ont repris, et puis l'Afrique centrale, effectivement, aussi, qui a suivi. Mais ces coups d'État ne nous apportent rien. C'est-à-dire, depuis les années 60, 70, 80, tout le retard de l'Afrique, et particulièrement de la sous-région, est dû aux coups d'État. Ce sont les coups d'État militaires qui ont fait perdre toute cette décennie à l'Afrique. C'est pourquoi on parle des décennies perdues pour l'Afrique. Donc, les coups d'État ont détruit, en fait, les économies, les structures, l'instabilité, tout ça. Et si vous remarquez dans cet espace, à l'époque, il y a eu deux pays qui n'ont pas connu de coup d'État. C'était le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et c'était les deux pays, les seuls qui étaient prospères, où il y avait une prospérité économique, où en fait les choses marchaient correctement. Et tous les autres pays, bon, Guinée, Mali, Bénin, Burkina Faso, tous ces pays-là, Togo, tous ces pays-là ont connu des régimes militaires. Donc ces pays étaient arriérés. Ces pays n'ont pas pu décoller économiquement. Et même le Ghana. Est-ce que vous savez? Parce que le Ghana était même devant la Côte d'Ivoire. Hein? Non, plutôt non, la Côte d'Ivoire a dépassé le Ghana parce que, bon, il y a eu d'abord, il y a eu le communisme, tout ça a fait en sorte qu'il y a eu des retards, mais les coups d'État aussi qui ont suivi ont complètement mis le Ghana à terre. Est-ce que vous avez compris? Donc, les coups d'État sont nuisibles pour nos pays. Donc, c'est dommage qu'on revienne encore au même système des années 60-70. Nous revenons encore au régime militaire. C'est des régimes qui vont... vous savez, l'armée, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de discussion. L'institution militaire, c'est le commandement. C'est-à-dire, vous exécutez les ordres. Or, avec les peuples, ce n'est pas pareil. Avec une population, non, vous ne pouvez pas simplement dire, bon, faites ça et puis ils font. Il faut négocier, il faut discuter, il faut vraiment tenir compte de la vie des gens, il faut préserver les libertés. Et si... c'est pas possible avec les régimes militaires. Monsieur Wan, comme presque nous arrivons presque au terme de notre émission. Oui. Donc nous voudrions savoir au moins quelle analyse faites-vous un peu de la situation qui prévaut au Sénégal actuellement. Ah, bon. Je sais que c'est un peu difficile, mais au moins ton point de vue. Bon, le Sénégal vient de prouver encore que le pays a les ressorts démocratiques nécessaires pour régler des crises importantes. Est-ce que vous avez vu? C'est une crise politique quand même majeure, mais vous avez vu, les gens, les acteurs quand même, ils sont parvenus quand même à juguler ça. Et ensuite aussi, on sent par exemple que l'état de droit commence à s'enraciner. Parce que c'est le droit. C'est-à-dire, c'est le fait d'accepter le principe que l'État lui-même est soumis au droit. Vous avez vu le décret du président de la République et la loi constitutionnelle de l'Assemblée qui a été rétoquée par le Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire que l'État n'est pas au-dessus des lois. C'est inimaginable ailleurs. Alors nous, chez nous, le président, comme on le dit, il a son pouvoir discrétionnaire, donc il peut faire ce qu'il veut quand il fait un décret, mais aucun juge de la Cour suprême et tout ça. Mais vous avez même vu, regardez tous ces pays-là, Mali, Guinée, Burkina, Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les conseils constitutionnels, c'est-à-dire les gardiens de la Constitution, qui viennent faire prêter serment à un putschiste. Où vous avez vu ça? C'est une monstruosité juridique.
C'est-à-dire vous êtes censé défendre, c'est-à-dire la Constitution. Quelqu'un vient faire un coup d'État qui remet en cause cette Constitution. Il balaie la Constitution, mais vous acceptez qu'il perde serment. Est-ce que ça peut se faire au Sénégal ici? Non, c'est pas possible. Donc vous avez vu déjà, ça veut dire que là-bas le pouvoir, partout ailleurs, le pouvoir judiciaire est à la botte du pouvoir exécutif. Mais ici, au moins, le Conseil constitutionnel, il a retiré la décision. Et le président Macky a eu aussi le fair-play. Il n'a pas fait de bras de fer avec le Conseil constitutionnel. Il a accepté. Il s'est plié à la décision du Conseil constitutionnel. Les décisions du Conseil constitutionnel, sur le papier, s'appliquent à toutes les institutions de la République. C'est non négociable. Vous avez vu. Donc, le Sénégal peut s'estimer vraiment heureux, au moins que les hommes politiques sénégalais, en fait, les institutions sénégalaises soient aussi fortes pour pouvoir quand même juguler des crises importantes. Monsieur Wan, oui. Avant de terminer, oui. Peut-être nous allons parler un peu de l'Alliance des forces démocratiques. Bon, quelles sont les perspectives? Bon, là, maintenant, nous sommes à l'offensive. On était un peu enveilleuse. Mais la situation du pays exige maintenant que nous prenions nos responsabilités. Est-ce que vous avez vu? Ce sont les populations qui décident. Nous voulons quand même que les Guinéens essayent de tenir compte aussi des idées et de la position des acteurs politiques. Moi, par exemple, j'ai été membre fondateur de l'OGDH en 1990, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Mais je n'ai pas été membre fondateur, en fait membre de l'OGDH simplement pour la forme. À cause du respect des droits humains de 90 à nos jours, je n'ai jamais fléchi par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est mon cheval de bataille, le respect des droits humains. Parce qu'il faut que l'État respecte les citoyens. J'ai refusé de participer à des gouvernements. Simplement à cause du fait que je sais, le chef d'État, ceux qui dirigeaient le pays, n'ont aucun respect pour les droits humains. Je ne peux pas me sentir à l'aise dans un gouvernement qui tue, qui violente, qui ne respecte pas les droits. Parce que certaines, la plupart du temps, les gens, mes amis, autres là, ils m'ont toujours reproché, mais Wan, toi aussi, il faut rentrer dans le gouvernement, tu vas avoir tes galons de ministre, tes titres de ministre, pour que tu sois connu, pour que tant. Est-ce que vous comprenez? Mais non, ça c'est en violation de nos convictions. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure là des élites. L'Occident, aujourd'hui, l'Occident est devenu une puissance parce que les hommes politiques occidentaux ont tenu compte des valeurs, des principes, la gestion des États, de leurs États, le respect des droits, tout ça. Parce que quand l'homme est libre, quand il est libre de créer, quand il est libre de travailler, quand il n'a aucune crainte de l'injustice, il travaille plus, il crée de la richesse. C'est ça l'expansion. L'expansion des économies vraiment occidentales est due en grande partie à la liberté qu'ils ont obtenue dans ces pays. Est-ce que vous avez vu? Et donc, chez nous, c'est extrêmement important. Mais si je me dis, bon, voilà, je mets une croix sur mes valeurs, tout ça, bon, je cherche juste à être ministre, je prends ma part et puis voilà, je fais des trucs. Comment on peut avancer? On ne pourra pas avancer. Et donc, c'est une question d'exemple. Mais malheureusement, comme on le dit souvent, beaucoup de gens, on ne suit que ceux qui ont été au service de l'État. C'est ceux qui ont mis de côté leurs propres valeurs là, mais qui ont accepté d'être ministres, on dit, bon voilà, vous venez excellent, tout ça. Ce sont ceux qu'on voit. Nous avons un combat très difficile. Hein, et nous n'avons pas de visibilité parce qu'effectivement, on a refusé de participer à la bouffe du pouvoir. Mais si les gens prêtaient au moins attention aussi à ceux qui ont des convictions fortes, là maintenant peut-être le changement peut venir. Parce que c'est une question d'exemple. Quand on verra que, à cause de votre engagement et que ça suscite vraiment des adhésions, les autres aussi suivront l'exemple. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que non, si tu défends tes valeurs, ça ne veut absolument rien dire. Le mieux, c'est d'être un acteur en fait étatique. Voilà, tu te fais connaître, tu as à ta disposition les ressources de l'État. Hein, tu pourras maintenant faire ta campagne comme tu veux, tout ça. C'est ça le vrai problème. Et nous allons continuer maintenant en fait à expliquer
à sensibiliser nos compatriotes pour qu'ils sachent que le changement ne peut venir que par des hommes et des femmes capables à la démocratie, quand la démocratie vraiment est devenue une exigence au début des années 90. C'est ce genre d'hommes qu'il nous faut. Est-ce que vous voyez qu'il faut pour nos pays, il faut quand même que des gens qui soient un don de soi, hein, du désintéressement. Hein. C'est quelqu'un de très désintéressé. Hein. Et donc, ça c'est un exemple pour tous ces chefs militaires. Mais on parle aussi des chefs militaires nigérians, tu vois, et ghanéens, qui ont accepté quand même, qui ont compris que les coups d'État ne mènent absolument à rien du tout. Depuis qu'ils ont quitté le pouvoir, ils ont accepté en fait que le jeu démocratique se fasse dans leur pays. Le Niger est devenu la première économie africaine. Le Ghana fait partie des 10 premières puissances économiques africaines. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui compte. C'est ce message-là que nous devons vraiment, que nos militaires là doivent comprendre, pour savoir que bon, leur rôle, on les paye. Nous travaillons, nous les nourrissons, nous les logeons, nous les habillons, nous les armons pour nous défendre. C'est pour s'occuper de questions de défense. Est-ce que vous comprenez? Les questions de pouvoir ne doivent pas les intéresser. Qu'ils prennent l'exemple sur les militaires sénégalais. Vous avez vu? Au moins l'armée sénégalaise est une armée professionnelle. C'est une armée, c'est une grande muette qui ne parle pas de politique, qui laisse le champ politique aux politiques. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui doit se passer chez nous aussi. Ok. Oui. Monsieur Salif Tanou, oui. Vraiment, c'est un plaisir de partager avec vous. Oui. Parce que le temps file et nous arrivons au terme de notre émission. Oui. Et vraiment, KBC TV est très honoré de vous accueillir et de partager et de dire vos sentiments. Merci. Et vraiment, nous vous remercions encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour venir partager pour ces quelques minutes qu'on a passées ensemble. Merci. Mais c'est à moi de vous remercier, franchement. Bon, vous m'excuserez, j'ai parlé avec un peu plus de passion, oui, parce que vraiment, ce qui se passe dans notre pays me cœur au plus haut point. Et franchement, j'aurais souhaité, en tout cas, mon souhait est que mes compatriotes comprennent la gravité de notre situation. Et qu'on ne donne pas un blanc-seing à cette junte-là. La question n'est pas de savoir s'il y a un nouveau gouvernement. Non, la question n'est pas de parler d'un gouvernement qui n'a pas de pouvoir. La question est de savoir comment nous allons nous organiser pour obliger la junte à céder le pouvoir. Elle ne peut même pas, c'est-à-dire nous ne devons même pas lui donner, c'est même pas à elle d'organiser des élections. Je cite le cas, par exemple, vous vous rappelez le cas du Libéria, après le départ de Taylor. Quand Taylor est parti, on a choisi un président civil pour conduire une transition. Mais ici aussi, c'est valable chez nous pour la Guinée. Mamadi Doumbouya ne peut pas organiser des élections. Il ne doit pas organiser des élections. Ce n'est pas son job, ce n'est pas son travail. Ils n'ont qu'à partir, les acteurs politiques et de la société civile sont capables de s'organiser et puis de trouver un consensus pour désigner un parmi nous qui puisse organiser des élections. Et s'il faut, nous pouvons demander le concours des Nations Unies, comme cela s'est passé en Côte d'Ivoire, la certification du fichier électoral et la certification aussi des résultats, pour éviter toute discussion, toute divergence sur l'issue, comment on appelle, du scrutin. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce que nous devons faire, et non de parler de gouvernement, de choix de ministre, autres là, non. Le choix, c'est la tête là. La tête même ne doit pas diriger le pays. C'est ça la question. C'est ça l'enjeu principal. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était votre émission Découverte avec KBC TV, la chaîne de l'unité, qui recevait aujourd'hui M. Alpha Saliou Wan, président du parti Alliance des forces démocratiques de la Guinée. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci bien.